marine-enregistrée. Bien, voyons maintenant sur un exemple naturel, qui est celui d'une lherzolite, donc d'une roche qui a la composition du manteau, et donc ici sur le diagramme de classification des roches ultramafiques, vous voyez, une lherzolite, c'est une péridotite, donc une roche qui contient plus de 40% d'olivine. Une péridotite a 2 pyroxènes, orthopyroxène et clinopyroxène. On va voir comment évolue la composition du manteau en fonction de la fusion partielle. Alors, on a ici le système que vous connaissez probablement assez bien, qui est le système diopside, forstérite, en statite. D'accord? Olivine, orthopyroxène et clinopyroxène. Donc c'est bien une lherzolite. Alors la phase alumineuse, le spinel, le plagioclase ou le grenat ne sont pas ici puisque nous travaillons sur un système ternaire. Nous avons ici le système ternaire, donc le domaine de saturation du clinopyroxène, le domaine de saturation de l'olivine, le domaine de saturation de l'orthopyroxène et le point eutectique Y. D'accord? J'ai donc une roche solide, ici, qui va se mettre à fondre. Le manteau se met à fondre parce que la température augmente, c'est ce qu'on appelle une anomalie thermique, ou parce que la pression baisse, et à ce moment-là, on rentre dans le domaine cristaux liquide et la roche, la source, se met à fondre. Bien. Quand elle se met à fondre où? Elle se met à fondre au point Y, à la température constante de Y et à la composition constante de Y. Qu'est-ce qu'ils font? L'olivine, plus le clinopyroxène, plus l'orthopyroxène. Ils fondent en même temps. D'accord? La température reste constante, la composition du melt produit reste constante. Jusqu'à quand? Jusqu'à ce que le clinopyroxène disparaît. Nous sommes d'accord? Ensuite, le point figuratif va quitter le point Y. Si je tire le trait, si je fais ça, ah non, c'est pas le surligneur, excusez-moi, c'est le stylet. Si je tire ici le trait, alors vous imaginez que c'est un trait droit, hein, vous imaginez que c'est un trait droit, voilà, jusqu'à ce point-là, j'imagine une fusion totale. Donc, fusion de CPX plus olivine plus orthopyroxène, ici, une fois le clinopyroxène disparaît, le point figuratif quitte Y vers ce point-là, d'accord, que l'on va appeler le point YZ T. D'accord? Jusqu'au point T. En T, tout l'orthopyroxène aura disparu. Le point figuratif du liquide quitte T vers X avec la fusion exclusive de l'olivine. Cette situation ne se produit jamais, puisque la fusion est toujours partielle. D'accord? On va donc imaginer, comme dans le cas de tout à l'heure, que le melt va se séparer une fois le clinopyroxène aura entièrement disparu. D'accord? Donc de Y, fusion de CPX plus olivine plus orthopyroxène, jusqu'à la disparition du CPX, et là, pof, séparation du melt, et j'ai donc un nouveau solide qui n'est plus formé que par l'olivine et de l'orthopyroxène. L'olivine orthopyroxène, comment s'appelle la roche? Ça s'appelle une harzburgite. D'accord? J'ai donc au départ une lherzolite, qui est là, sur le diagramme de classification, qui se met à fondre. Le solide qui va rester après la disparition du clinopyroxène va être une roche à orthopyroxène et olivine. C'est une harzburgite. Je suis donc ici. Si la température continue à augmenter, je vais cette fois me trouver sur le système binaire forstérite en statite, et au petit point A ici, quand la température du point A est atteinte, j'ai une nouvelle fusion qui se fait. Et il n'intéresse plus que l'orthopyroxène et l'olivine. D'accord? Si je vais jusqu'à disparition de l'orthopyroxène, je ne vais plus avoir une roche de source qui n'est plus formée que par de l'olivine. Une roche qui n'est plus formée que par de l'olivine, c'est une dunite. D'accord? J'ai donc la source, en fonction du pourcentage du taux de fusion, va évoluer d'une composition de lherzolite à une composition de harzburgite, disparition du clinopyroxène en premier, puis va évoluer vers une composition de dunite avec disparition
à partir d'ici, cette ligne-là, de l'orthopyroxène. D'accord? Donc ça, c'est un système naturel. Tout à l'heure, on était en ABC. Là, on est dans le système du manteau. Et le manteau est considéré comme l'herzolytique. Quand vous avez un manteau qui ne contient plus que de l'orthopyroxène et de l'olivine, vous savez déjà qu'il est restitique. Mais il peut être restitique en contenant encore un petit peu de clinopyroxène. Je veux dire qu'on aurait évolué d'ici à là. Le clinopyroxène peut ne pas disparaître entièrement, avec séparation quand même du melt. Très bien. Très bien. Maintenant, on va passer au modèle. Alors le modèle, il est très simple. Vous allez voir, c'est tellement simple que c'en est étonnant. C'est étonnant de simplicité. Bien. Alors, allons-y. On va commencer par la fusion équilibrée. C'est-à-dire le melt, le liquide produit, et le solide de la source restent en contact tout le temps avec échange d'éléments chimiques continuels jusqu'à ce que l'équilibre soit entièrement atteint. Bien. Voilà. Et on va travailler sur un système dans lequel on va définir les différentes données et les différents paramètres. I, d'abord, on va considérer un élément I. Élément considéré. Le lantane, le cérium, le potassium, le rubidium, tout ce que vous voulez. C0, on va la considérer comme la concentration originelle dans la phase solide. Et qui est donc aussi la concentration dans mon système. J'ai un système solide qui a, par exemple, 10 ppm de lantane. Ok? Ça, c'est la composition initiale, mais c'est en même temps la composition de tout le système. Bien, on appellera C0. On appellera Cl la concentration de l'élément I dans le liquide produit par la fusion partielle. D'accord? Et on appellera CS la concentration de l'élément dans le liquide, dans le solide, excusez-moi, résiduel. J'ai une roche qui a une concentration C0 d'un élément chimique. Cette roche va fondre, elle va produire un liquide qui va avoir une concentration en cet élément, et elle va produire un deuxième solide qui reste, en l'occurrence l'arsbergite de tout à l'heure par exemple, qui va contenir une certaine quantité, une certaine concentration qui va avoir donc une certaine concentration de l'élément I considéré. Enfin, on va considérer F comme la fraction liquide. Alors la fraction liquide, c'est ce qu'on appelle le taux de fusion ou le pourcentage de fusion. Il est calculé en étant la masse du liquide sur la masse du système. F est égal à 0, ça veut dire que le système est entièrement solide. F est égal à 1, ça veut dire que le système est entièrement liquide. F est égal à 0,5, j'ai 50% de liquide, 50% de solide. F est égal à 0,1, j'ai 10% de liquide et 90% de solide. F est égal à 0,2, j'ai 20% de liquide et 80% de solide. Ça marche? Maintenant, on va faire ce qu'on appelle un bilan de masse. Tout bête. Ce que j'ai au départ, je l'ai à l'arrivée. D'accord? Rien ne se perd, rien ne se gagne, mais tout se transforme. J'ai donc un système, qui est une totalité de système, qui est mon C0, le solide, qui va produire un liquide et un solide, mais la somme de ces deux-là font le premier. C'est un bilan de masse. Ok, on va écrire ce bilan de masse de façon simple, qui est la suivante. Dans un système donc, où coexistent liquide et solide, le bilan de masse implique que la concentration de l'élément I dans le solide initial, c'est-à-dire ici, C0, elle est égale à la concentration de l'élément I dans le solide qui est là après la fusion, multiplié par 1 moins F, c'est-à-dire le système, la totalité du système 1 moins la partie qui a fondu. D'accord? Ça, c'est le système solide. Ça, c'est solide. Plus la concentration de l'élément I dans le liquide, c'est-à-dire ça. D'accord? Multiplié par F, multiplié par le pourcentage de ce qui a fondu. F, c'est le taux de fusion. 20%, 10%, 5%, etc. D'accord? Je répète. La totalité de mon système, c'est I0. Elle est égale, après la fusion partielle,
à la concentration d'éléments I dans le solide, celui-là, qui est le solide résiduel, c'est-à-dire le solide qui reste après la formation du liquide, que multiplie le pourcentage de solide qui reste. Le pourcentage de solide, c'est 1 moins la quantité de liquide, c'est 1 moins F, 1 moins le taux de fusion, plus la concentration d'éléments I dans le liquide qui est produit, c'est L la concentration du liquide, que multiplie le taux de fusion. Ça marche? Je viens de faire un bilan de masse. Maintenant, le but que je veux atteindre, c'est savoir quelle serait la concentration du liquide que je vais obtenir. C'est ça ma préoccupation. Je veux obtenir un melt d'un solide, et ce melt, il a une composition particulière. Essayons de développer, mais on va revenir à un élément qui est très important qu'on a développé depuis le début de ce cours, c'est la notion de coefficient de répartition. Et regardez bien comment s'écrit le coefficient de répartition. Le coefficient de répartition, il s'écrit habituellement la concentration d'éléments I dans le solide S sur la concentration d'éléments I dans le liquide. Je peux donc l'écrire, là je l'ai écrit tout à l'heure, CIS, je peux sortir CIS, qui est donc égal à D fois CIL. Nous sommes bien d'accord? Ça marche? Tout le monde? Ok? Très bien. Alors, qu'est-ce que je fais? Ici, je remplace CIS par DCIL. Ok? Dans mon équation. Et ça me donne... Donc, si je développe, ça fera donc CI0, ça vous pouvez l'écrire si vous voulez. CI0 est égal à D fois CIL, que multiplie 1 moins F, d'accord? D fois CIL que multiplie 1 moins F, plus CIL, F. D'accord? C'est ce qui est écrit, CI0, CIL, D, 1 moins F, plus CIL. Et là, à partir de là, j'ai quasiment fini. Donc, CL, alors, je peux faire venir, vous voyez, là, je peux mettre CIL en facteur. Il est là et il est là. Je le mets en facteur. D'accord? Ce qui me fait donc une étape, si vous voulez, CI0 est égal à CIL facteur de DI 1 moins F plus F. Vous êtes d'accord? Vous pouvez le développer. Et je fais l'inverse. Et je fais l'inverse de cette... donc le CIL, je le ramène ici. J'ai donc CI0 sur CIL. CI0 sur CIL est égal à D 1 moins F plus F. Et je fais l'inverse. Je fais donc 1 sur tout ça. Ça fait donc CIL. J'ai un problème qui va se régler rapidement, j'espère. Allez. Bon, je ne vous vois plus, mais j'imagine que vous me voyez encore, parce que j'ai mon navigateur. Ah, ça y est, ça a repris. Je fais donc, j'avais donc CI0 sur CIL est égal à DI SL 1 moins F plus F, et je fais l'inverse, CIL sur CI0 est égal à 1 sur D 1 moins F plus F. Et je viens de faire une modélisation, voilà, qui est ici, que l'on peut écrire aussi de cette façon-là. Si vous développez ici, et si vous développez ça, DI plus F moins FD. Donc CL sur C0, ça c'est l'équation globale, CL sur C0 est égal à 1 sur F plus D moins FD. Alors, je peux connaître ça. D'accord? Je peux connaître ça. C0. Par exemple, vous prenez vos basaltes quaternaires du moyen Atlas, il y a le basalte et il y a les enclaves dedans, desquels on a parlé tout à l'heure, qui sont les résidus cristallins, ce qui n'a pas fondu. Je les prends, je les analyse, je connais C0. Et D, c'est le coefficient de répartition, je le connais. Si je le contrôle bien, magma basaltique, alcalin, il contient ça, je peux aller chercher et je peux trouver le coefficient de répartition. Qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste les taux de fusion partiels. Je peux faire des hypothèses. Je peux partir par 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, 0,5. Je peux imaginer tout un tas de taux de fusion partielle.
pour trouver quoi? Pour trouver Cl. Cl, c'est quoi? C'est la concentration de l'élément dans le basalte quaternaire du Human Atlas, par exemple. D'accord? Bien. La concentration, je l'ai. J'ai fait mon modèle. Si mon modèle me donne exactement, si le modèle que j'ai, avec toutes les hypothèses que je peux faire dessus, me donne une valeur qui est exactement analogue à celle que j'observe dans les basaltes, c'est que mon modèle est bon. Et je peux alors dire, si par exemple, pour le taux de fusion partielle, c'est 3%, pour le D, c'est ça, pour la concentration, c'est ça, si je les connais, si je tombe sur mes pieds, c'est-à-dire les calculs sont bons quand F est égal à 2%, je peux dire que les basaltes quaternaires de mon atlas sont les résultats d'une fusion partielle d'une lerzolite. On va voir. On peut même définir un pourcentage modal qui contient 40% de lévine, 30% de CPX, 5% de machin, et la arrêt, etc. D'accord? Et que cette lerzolite a fondu à un taux de 3% pour produire les basaltes du Mon-Atlas. Je viens de faire un modèle mathématique qui est conforme à ce que j'observe dans la réalité. C'est le principe de la modélisation. Et ça vous permet d'avoir un schéma hétérogénétique, du moins de la fusion partielle, qui est très clair. Évidemment, là on imagine que la fusion est équilibrée, ce qui, on l'a bien dit, n'est pas tout à fait vrai, puisque la fusion est un mix entre la fusion équilibrée et la fusion fractionnée. Bien, nous avons le modèle. Ici, on reviendra sur cette écriture-là un petit peu plus tard, quand on aura défini si le solide contient une phase ou s'il contient un certain nombre de phases, chose qu'on va voir assez rapidement. Voyons ce que prévoit le modèle. Voyons ce modèle, ce qu'il prévoit et comment est-ce qu'on peut lire les résultats auxquels on peut s'attendre à partir de son modèle. Pour ce faire, on va faire un diagramme. Donc, vous voyez, vous avez ici l'équation, c'est L sur C0 que l'on va mettre ici en ordonnée. Et en abscisse, on met le taux de fusion partielle, F. Ici 0, le système est entièrement solide. Ici 1, le système est entièrement liquide. D'accord? Et ici, on a Cl sur C0, c'est-à-dire la concentration dans le liquide obtenu par la fusion partielle sur la concentration du solide initial. D'accord? Et nous portons des courbes qui correspondent à différents coefficients de répartition. Le coefficient de répartition, ici D égale 1, ici rouge. En dessous, les éléments sont compatibles. Au-dessus, les éléments sont de plus en plus incompatibles. OK? Et on applique l'équation qui est là pour calculer les points. D'accord? Donc c'est un diagramme de variation de la concentration de l'élément dans le liquide sur la concentration d'éléments dans le solide en fonction des F, des taux de fusion partielle pour différentes valeurs de D. C'est notre équation 15 de tout à l'heure. Bien. Alors, si on a D est égal à 1, d'accord? L'évolution de la concentration reste la même, c'est-à-dire D égale 1, il se répartit exactement de la même façon dans le liquide et dans le solide. La même quantité se répartit entre le solide et le liquide. Donc la composition, si vous voulez, du liquide obtenu reste la même, est égale à 1. Ok? Maintenant, voyons pour les éléments compatibles. Très compatible, D égale 10. Un peu compatible, D égale 2. Mais commençons par le premier. Et imaginons ce qui se passe dans le solide. J'ai le solide qui est là. J'ai un taux de fusion partielle très faible. Est-ce que les éléments compatibles vont sortir dans le liquide? Non, ils ne vont pas sortir puisqu'ils préfèrent rester dans la structure cristalline. Ben, le modèle le prévoit très bien. Il vous dit que si vous avez un élément très compatible, si le taux de fusion partielle, vous voyez F, il est très faible, la concentration de cet élément dans le liquide obtenu est très très faible. Elle augmente dans le liquide. Elle n'augmente dans le liquide que si le taux de fusion partielle augmente considérablement. Et plus le taux de fusion partielle augmente,
plus la quantité de cet élément dans le liquide augmente. Évidemment, si la fusion est totale, c'est-à-dire F est égal à 1, ce que j'avais au départ, je l'ai à l'arrivée. J'obtiens donc une concentration de 1 que j'avais au départ. Ok? Si j'ai un autre, toujours compatible, mais moins compatible que celui-là, ben écoutez, dès le début, j'ai une concentration, mais qui reste faible quand même. D'accord? Qui reste faible, qui augmente gentiment, et quand le taux de fusion partielle atteint 1, j'obtiens ce que j'avais au départ, etc. Ok? Donc, on peut dire, on obtient de très basses concentrations dans le melt, dans les liquides obtenus, notamment pour de faibles degrés de fusion partielle. Pour le faible degré, ce qui est le cas. Encore une fois, le taux de fusion partielle ne sont pas de 50%, ça n'existe pas. Les taux de fusion partielle sont généralement inférieurs à 15%. En général, quand ça arrive à 20-25%, c'est vraiment exceptionnel. Exceptionnel. Ils sont généralement entre 2-3%. C'est, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, à 2-3%, les roches sources deviennent perméables et le liquide peut se séparer. Ok? Très bien. Maintenant, les éléments fortement incompatibles. On va commencer par un élément incompatible, largement, un petit peu incompatible. D est égal à 0,5. D'accord? 0,5. Que se passe-t-il? Il est un peu incompatible. Vous avez le solide. Quand il y a de faibles taux de fusion partielle, il sort. L'élément sort. Il n'est pas retenu. Il sort. Mais il sort dans de quantités relativement faibles, comme on voit ici. Et plus le taux de fusion partielle augmente, c'est-à-dire plus la fusion augmente, plus la fusion devient importante, plus cet élément continue à sortir, mais comme la quantité de liquide est importante, sa concentration est plus faible. Je vais revenir sur cet aspect dans un instant. Si je suis de 0,1, vous voyez, dès que le taux de fusion partielle est faible, plus l'élément est incompatible, plus il sort rapidement vers le liquide. Mais sa quantité devient évidemment de plus en plus faible. Alors que, rappelez-vous, pour les éléments compatibles, sa quantité augmente. La quantité diminue puisque la concentration diminue. Bien, jusqu'à 1, toujours, quand la fusion en totale, ce que j'avais au départ, je le retrouve à l'arrivée. Maintenant, pour un élément fortement incompatible, d'accord, pour le faible taux, de très très faible taux de fusion partielle, vous voyez, l'enrichissement est sans limite. L'enrichissement est sans limite. L'enrichissement est sans limite, on dit qu'il est asymptotique. Alors cela vous est marqué ici, si on a la formule qui est là, si D tend vers 0, D tend vers 0, donc ça c'est égal à 0, ça c'est égal à 0, CL sur C0 tend vers 1 sur F. Si F tend vers 0, donc si le taux de fusion partielle, ça fait 1 sur 0, c'est égal à l'infini. D'accord? Si donc le taux D tend vers 0, l'enrichissement pour de très très faibles taux de fusion partielle est infini. Et donc cette courbe est une asymptote. D'accord? C'est asymptotique. Ça marche? Très bien. Bon, elle est en train de sonner, je ne réponds pas. Ok. Je fais de très fortes concentrations dans les premiers liquides issus de fusion partielle. Quand il est donc très faible, vous avez de très très faibles concentrations. Ces éléments se diluent dans le liquide avec l'augmentation de F. Évidemment, ça diminue. Ça ne veut pas dire qu'il y a moins d'éléments incompatibles. La quantité augmente, mais la concentration diminue. D'accord? Rappelez-vous une question que je vous posais en S5. Je vous demandais si j'ai un élément très incompatible, si j'ai 5% ou 10% de fusion partielle, où est-ce que la concentration sera la plus importante et où est-ce que la quantité sera la plus importante? La concentration sera très importante dans 5% de fusion partielle,
peu importante dans 10%, mais la quantité est plus importante dans 10% que dans 5% de fusion partielle. Ok, je pense que ça c'est très compréhensible et ce diagramme vous le montre de façon très très claire. Évidemment en fonction du modèle. Le diagramme développe les modèles. Maintenant, si quand f tend vers 1, évidemment, f tend vers 1, CL sur C0 tend vers 1, puisque ce que j'avais au départ, je l'ai à l'arrivée. Ok. Si f tend vers 0, si f tend vers 0, vous voyez, CL sur C0, donc j'ai ici 1 sur D facteur de 1, ça c'est égal à 0, vous savez bien, donc CL sur C0 tend vers 1 sur DI. D'accord? Si F tend vers 0, ici, la concentration tend vers 1 sur D. D'accord? On peut donc, si on connaît CL d'un magma obtenu par de très faibles degrés de fusion partielle, si on sait que le degré de fusion partielle est de 0,2 ou 0,3, très très faible, d'accord, de fusion partielle équilibrée, et si on connaît D, on peut estimer la concentration de cet élément dans la région source. Très simple. Si je connais D, si je connais CL, si je connais D, et que je sais que le taux de fusion partielle est très faible, je peux connaître C0. Je peux donc connaître la concentration de cet élément en trace dans la région source. Et vous savez que les réservoirs montéliques sont définis par leur composition chimique. Donc, vous voyez, là, on peut avoir la concentration carrément de la source et donc du réservoir magmatique à partir duquel ces magmas sont générés. Vous voyez quelle est la puissance de ces éléments en trace dans l'analyse pétrogénétique? C'est très puissant. Encore une fois, je répète, l'intérêt d'un modèle. L'intérêt d'un modèle, c'est développer le modèle, ce qui suppose que vous faites des hypothèses sur un certain nombre de données. Mais vous avez le résultat final. Par exemple, les basaltes quaternaires de Moyen-Atlas. Vous avez un résultat final. Vous voulez savoir comment vous avez obtenu ce résultat final. Vous partez donc sur des hypothèses, sur la source, sur le coefficient de répartition, sur le taux de fusion partielle. Tout ça, c'est des paramètres qui rentrent dans l'équation. Vous faites vos équations sur une feuille Excel dans laquelle vous pouvez faire des dizaines, de centaines de calculs en 5 minutes de temps. Vous le savez. On peut le faire. Et on peut construire des diagrammes, comme vous savez le faire maintenant, des diagrammes de variation de terres rares. À partir du moment que j'obtiens un diagramme par le modèle qui correspond exactement au diagramme que j'ai sur le basalte quaternaire, sur la roche que j'ai analysée, c'est que le modèle que j'ai développé est bon. C'est-à-dire les hypothèses que j'ai faites, elles sont bonnes. Parmi toutes les hypothèses, il y en a une qui marche. Celle qui marche, elle correspond exactement à ce qui s'est passé dans la réalité. Donc le modèle sert à ça. C'est un modèle mathématique. On fait ça pour tout, hein. Pour l'économie, on fait ça pour la santé, on fait ça pour tout. Tous les modèles, tout est modélisable. Mettez-vous bien dans la tête. C'est-à-dire que tout peut être mis sous forme d'une équation mathématique plus ou moins simple. Des équations qui sont très compliquées. De toute façon, on va rentrer dans des équations qui sont un petit peu plus compliquées. Quand on parlera de fusion fractionnée, l'équation ne restera pas la même. Quand on parlera de zone Rifning, ça sera différent. Quand on parlera... Les équations, plus vous multipliez les paramètres, plus les équations deviennent importantes, plus ces mathématiques deviennent difficiles. Mais dites-vous bien qu'il y a des outils actuellement très puissants, tels que Excel, tels que des logiciels dédiés à ces modélisations, qui peuvent aussi servir à gagner un temps fou plutôt que de faire des calculs à la main, ce que nos anciens faisaient déjà dès les années. Ces disciplines sont relativement récentes, à partir des années 60, 70, 80, et puis les années 90 avec le développement de l'informatique, tout ceci a vraiment explosé et actuellement c'est devenu une routine, c'est-à-dire quelque chose, une cuisine que l'on utilise très régulièrement pour asseoir un modèle et savoir ce que j'avais, et le fait de savoir comment les choses se sont exactement passées vous simplifie toutes les études que vous pourriez faire après pour comprendre ce qui s'est passé. Bien.